Bonjour ou bonsoir, amis internautes tout partout sur la terre. Si vous faites découvrir Chanel ça, une belle plateforme ça, c'est Haïti Mémoire et Société en plateforme côté nous parler de histoire nous qui impacte histoire nous gagne sous présent nous et comment nous capables d'utiliser histoire nous pour nous construire un meilleur demain pour petite nous. Émission aujourd'hui c'est quatrième et puis dernier numéro dans une série de 4 émissions que plateforme n'a consacrée à l'intellectuel Dr. Jean Prasmas. C'est une série d'émissions nous fait à partir de un gros interview que Dr. Jean Prasmas te bail journaliste Léopold Jean-Dominique. Dans la 4e partie ça, nous parlons ensemble un ensemble de livres Dr. Jean Prasmas te consacré à classe politique là, plus spécialement à 3 figures dans la classe politique là, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, Anténo Firmin et Villeboin Guillaume Sam. Li consacre livre sa yo avec figure sa yo dans politique haïtienne nan, c'est une façon pour réhabiliter mémoire homme politique sa yo qui d'après lui tout te ka fait des très bons politiciens mais qui échouaient sur le plan politique et dans le livre sa yo li essayer analyser pour qui raison les leaders sa yo échoué. Dans le numéro aujourd'hui à tout, il pas aborder seulement et livre sur Jean-Jacques Dessalines, sur Villeboin Guillaume Sam et puis sur Anténo Firmin, mais il y a un livre tout il était écrit sur Bois Bazelet. Bon, Bois Bazelet pas temps arrivé dans le pouvoir, mais c'était un homme politique d'après lui qui était extraordinaire mais qui était échoué. Il analyse échec à travers le livre ça et essayer tout réhabiliter mémoire. Moi pas parler en pile, m'a juste quitté nous avec Jean-Dominique et Dr. Jean Prasmas. Je comprends. Alors nous en étions justement à ce fil conducteur. Vous avez parlé de l'homme de Cormier et vous avez aussi écrit sur Jean-Pierre Boyer-Bazelet. Voici 2 figures qui sont absolument opposées l'une à l'autre, n'est-ce pas? Oui. Jean-Pierre Boyer-Bazelet m'a très vivement intéressé. Et je vais vous dire tout de suite les raisons essentielles de cet intérêt. Mon père a été un libéral et un bassésiste. Je suis né en 1876. Mon père a trouvé rien de bien mieux à faire que de me donner le prénom d'un homme qui était un bassésiste farouche, c'est-à-dire Price, qui était à ce moment-là président de la Chambre. Et mon père... Hannibal Price. Et mon père m'a souvent parlé de Bazelet comme étant le type de l'honnête homme, le type de l'homme qui avait voulu en réalité être président de la République pour avoir un programme d'action sociale qui n'est pas en rapport avec la propagande qu'on a faite de lui, puisqu'il était très clair, il était comme un blanc, n'est-ce pas? Et alors que ça m'a très vivement intéressé quand j'ai trouvé les documents dont j'ai fait état pour expliquer un peu ce qui s'est passé à Miragoâne. Et j'ai noté, je crois avoir beaucoup déçu les hommes qui croyaient que, en réalité, Boyer-Bazelet fut un révolutionnaire comme un autre. Mais dans ce petit livre, on peut voir combien c'était un homme extrêmement méticuleux, extrêmement pointilleux pour tout ce qui concerne la direction de l'opération militaire et la direction de l'opération financière. Le moindre petit billet était conservé et on peut dire que ça constitue pour lui un document unique d'honnêteté. Et alors, ça m'a beaucoup plu de faire un Bazelet dans le drame de Miragoâne. Maintenant, en ce qui concerne Villeboin Guillaume Sam, mais j'ai raconté dans le livre pourquoi je l'ai écrit. C'était un homme qui n'était pas précisément ce qu'on appelle un politicien dans ce pays. D'abord, il avait une horreur du mensonge. Il était
bref, net et absolument intransigeant en ces matières. Et je suis très heureux de dire que l'amitié qu'il a eue pour moi, amitié dont il a fait constamment état, c'est que il disait de moi, c'était très flatteur, voici l'homme que j'aime, parce que ses propos sont toujours des propos d'un homme qui aime la vérité et qui hait le mensonge. Et alors, comme je sais que dans la vie qu'il a menée au Palais national, pendant la courte durée de son gouvernement, était une vie de lutte. Et que, en réalité, selon son sentiment propre, s'il avait donné l'ordre à Charles Oscar de faire fusiller ces gens-là, il n'aurait pas menti, il aurait dit oui, j'avais donné l'ordre. Mais je savais très bien qu'il n'avait pas pu donner l'ordre parce que, auparavant, j'avais causé avec lui des tendances de Charles Oscar. Et il m'avait toujours dit, mais Charles Oscar n'est pas fou pour commettre des choses dont vous me parlez, que vous craignez de la part de Charles Oscar. Parce qu'un jour, Charles Oscar m'avait dit qu'il s'est entré à la légation de France pour poignarder Charles Zamor. Et alors j'ai été me plaindre au président en lui disant, pardon, voici tel et tel propos que m'a tenu Charles Oscar. Et alors il a eu, comme toujours, un mouvement de colère en me disant, mais non, Charles Oscar n'est pas fou pour faire des choses pareilles. Permettez que je vous interrompe un petit moment à propos de Villebrun Griot. Avez-vous eu, dans votre plaquette, dans votre livre sur Villebrun, vous vous êtes intéressé à réhabiliter, non réhabiliter, mais justifier la journée de juillet, n'est-ce pas, et décharger les épaules de Villebrun de la responsabilité du massacre des prisons. C'est bien clair, n'est-ce pas? C'est ça, le centre de votre livre est là-dessus. Mais il ressort un tout petit peu, légèrement, enfin, c'est l'impression que j'ai eue à la lecture de vos souvenirs sur Villebrun et des souvenirs que vous avez accumulés autour de lui. Il ressort que Villebrun avait eu un propos, un dessein politique qu'il n'a pas pu réaliser. Ai-je été justement impressionné? Oui. Il m'avait positivement dit ceci, qu'il a besoin de stabiliser d'abord son gouvernement pour faire les réformes qu'il avait en vue. Et d'abord, c'était un homme qui avait un respect scrupuleux de la Constitution. Et comme un jour, juste au moment où on devait consacrer sa présidence par une élection du corps législatif, des gens s'alarmaient parce que celui qui briguait la présidence de l'Assemblée nationale, M. Stéphane Lafontaine, était son ennemi personnel. J'ai été lui en parler. Il m'a dit non, je ne veux pas me mêler de la cuisine parlementaire au point de contribuer à faire élire un président du Sénat. J'ai été trop souvent froissé de l'immixtion des chefs d'État dans les affaires particulières parce que j'ai été président de chambre pendant une dizaine d'années pour que moi je vienne donner l'exemple de cette immixtion à propos d'une élection du président du Sénat. Laissez ces gens-là faire leur affaire, qu'ils nomment le président qu'ils veulent. Et alors, cet homme qui aurait pu accepter les propositions que lui avait faites le représentant de M. Wilson, M. Miller, avait des scrupules fondamentaux, des scrupules patriotiques de ne rien accepter qui ne fût accepté par la représentation nationale d'alors. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y avait une proposition américaine, il faisait venir le président du comité
des Affaires étrangères du Sénat, celui de la Chambre, le président de la Chambre, le président du Sénat, en conseil des secrétaires d'État, pour discuter largement sur les propositions américaines. En réalité, je crois que c'est un homme qui aurait fait un chef d'État tout à fait digne parce que il avait été froissé, il avait été humilié, il avait été profondément crucifié de cette affaire de la consolidation. Et alors, il voulait se racheter devant le public comme l'un de ses prédécesseurs, je parle de Cincinnatus Lecomte, Qui était aussi un consolidaire. un consolidaire, et qui a eu à un moment donné presque tout le pays après lui, parce qu'il a commencé des réformes de profondeur, l'armée et tout le reste. Alors, moi je continue ma petite idée au sujet de vos 4 figures historiques. C'est une idée qui m'est venue en lisant vos études historiques. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai posé cette question, docteur. Bien sûr, on ne va pas le dire de cette façon. Mais vous voyez, Dessalines, qui après 2 ans, il n'a passé que 2 années au pouvoir, enfin au pouvoir indépendant. Dessalines donc, chef d'État, 2 années. Villebrandt-Guillaume, quelques mois, comme chef d'État. Ce sont les 2 chefs d'État qui vous ont intéressé. Ensuite, un chef politique, Boyer-Bazelet, qui n'est jamais arrivé à l'exercice du pouvoir, ainsi qu'un ténor Firmin. Voici 4 figures d'échec politique. Est-ce que ce n'est pas l'échec politique, l'échec chez l'homme politique qui vous a attiré, qui vous a fasciné dans ces 4 œuvres? Mais tu as entièrement et absolument raison. J'ai cherché à mettre en évidence pourquoi, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, il y a constamment cet échec politique. Et j'en suis arrivé à cette conclusion un peu amère que nous mettrons encore très longtemps avant d'arriver. Docteur, ça, je ne peux pas enregistrer ça. Je ne peux pas enregistrer ça, docteur. Oui, bien sûr, regardez le document. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Et je voulais vous poser la question, n'est-ce pas? Si, à un certain moment, l'idéaliste, disons l'homme qui a un certain idéal pour son pays, n'est-ce pas, n'arrive pas à se buter contre une réalité qui est trop forte, trop puissante et qui finit par l'abattre. Mais ça, je peux le garder, n'est-ce pas? Cette notion d'échec, n'est-ce pas, qui est le fil conducteur de vos œuvres. Le fil conducteur. Bon, alors maintenant, envisageons l'aspect... Ah oui, il y a un autre aspect, n'est-ce pas? On va s'attarder un petit peu sur Firmin parce que, étant donné que vous n'avez pas publié, j'aurais aimé quand même avoir la primeur de certaines découvertes. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Alors, à propos d'un ténor Firmin, nous avons tous lu, le téléspectateur connaît vos 3 œuvres sur L'homme de Cormier, Villebrandt-Guillaume et Boyer-Bazelet. Mais à propos d'un ténor Firmin, quelle est la nouvelle lumière que votre œuvre actuelle jettera sur la figure de Firmin? Comment voyez-vous vous-même un ténor Firmin? Je compte démontrer qu'un ténor Firmin a été un homme extraordinaire par sa personnalité vigoureuse, tant au point de vue intellectuel qu'au point de vue politique. Je tends à démontrer que lorsqu'il a pris les finances de ce pays après les événements de 1888, après la guerre civile entre le nord, le nord-ouest, l'Artibonite et l'ouest et le sud, pour établir l'équilibre financier, il n'a pas cherché, comme les autres, à bouleverser la structure économique de ce pays. Il n'en aurait pas eu le temps. Et alors, pour lui, l'essentiel dans la gestion de nos finances, c'est d'abord une administration sérieuse, l'honnêteté et ramener en réalité nos dépenses à nos possibilités de les satisfaire. Je veux dire que comme un bon chef de maison de commerce, n'est-ce pas? Il a fait la comptabilité de la République d'Haïti, pardon,
il n'a pas voulu établir un budget au-dessus de nos recettes. Et c'est la chose fondamentale de ce pays depuis les origines jusqu'à nos jours. Quand il a été nommé ministre des Finances après l'insurrection qui a duré une année entre l'Ouest et le Nord, sa première légitime. À la chute de Légitime. Toutes ses préoccupations étaient de réformer le personnel administratif pour le ramener à un certain niveau de scrupule et d'honnêteté dans la manutention des affaires publiques. Et ensuite, chercher de telle façon que les ressources du pays puissent suffire À couvrir les dépenses de l'administration sans recourir à ces emprunts onéreux, car il y a une chose que je vais mettre en évidence. Il a été nommé ministre des Finances exactement en octobre 1889 et il a quitté le pouvoir en juillet, en mai 1891. Mais pendant cette période, il n'a jamais fait d'emprunt. Il a toujours payé rationnellement toutes les obligations de l'État dans tous les départements généralement quelconques. Quand il a été appelé par Tiresias Simonsam pour succéder à Fouchard, sa grande préoccupation, ce qu'on a appelé le programme du 4 janvier 1896, ça a été, et il a écrit au président de la République, ce que nous avons à faire, c'est d'abord de ramener nos dépenses à nos recettes. Nous avons un tas de fonctionnaires surnuméraires, nous avons un tas de dépenses par le nombre considérable de notre armée qui n'est pas une armée réellement effective au point de vue de l'armement et au point de vue de la technique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est de ramener tout cela au niveau de nos capacités financières. Et ce qui l'a déterminé à avoir un conflit avec la Chambre des députés, c'est que à cette époque lointaine, il y avait une vieille coutume qui était restée inaltérable pendant très longtemps, à savoir que les députés à cette époque n'étaient payés que en quelque sorte par jeton de présence. Merci de ce que nous te prenons temps pour nous te suivre tous les 4 numéros que nous te consacrés sous plateforme à Dr. Jean Prasmas, qui est un intellectuel, un chercheur, qui toujours gagne empreinte sous culture haïtienne. Nous sommes vraiment contents de permettre de découvrir ensemble d'informations sur Dr. Jean Prasmas. Et si vous n'avez pas de chance, ouais, 3 premiers autres numéros, yo en fait disponible sur plateforme. Nous invitons à abonner à la plateforme, quitter un commentaire et puis partager vidéo ça avec l'autre monde afin que pour l'autre monde tout capable connaître qui est Jean Prasmas. Non pas M. Gumido Vilma. Au revoir, à la prochaine.